Taïk, quand tu le connais et que tu échanges avec, tu sais que le type est un génie. Donc dès l'instant où il est un génie, tu lui donnes juste les moyens pour pouvoir péter. Tu vois. Et pour moi, comment est-ce que je me projetais à ce moment-là? C'est que quand on fait N'y pense plus, qui rentre enfin en radio, qui se passe des choses, on apprend qu'il va faire il est dans la catégorie révélation des Energy Music Awards, tu vois, et qui doit performer dans les répétitions. On est à la scène musicale qui fait sa répétition. Toute la prod était tellement choquée que tu as le directeur de prod qui est descendu de son camion, Régie, où il avait les retours, où il est venu nous voir en disant « Merci, ce que vous nous proposez là, jamais on nous l'a proposé, c'est juste incroyable. » Et c'est là qu'il a commencé à lui parler de Danser avec les stars. Déjà, les maisons de disques aujourd'hui, elles signent quasiment plus d'artistes sur des coups de cœur. Ouais. C'est les datas. Elles vont regarder un artiste qui est en train d'avoir je ne sais combien de vues sur TikTok, qui est en train de streamer déjà tout seul via TuneCore ou je ne sais quoi. Culture Switch. Hello Nizar, comment ça va? Ça va très bien, merci. Eh bien écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans le podcast. L'idée, c'est qu'on revienne sur ton très riche parcours, puisque pour moi, tu fais partie vraiment des grosses têtes de l'industrie musicale, même si effectivement, aujourd'hui, t'es parti vers de nouvelles aventures. Voilà. Et donc, l'idée, c'est dans un premier temps, tout simplement, pour les gens qui ne te connaissent pas, que tu puisses te présenter, nous expliquer où tu as grandi et comment tu en es arrivé à travailler dans la musique. Alors, petite précision, parce que j'ai entendu sur l'intro où tu parlais des artistes avec qui j'ai travaillé. Sur Section d'Assaut, je n'ai pas travaillé avec le groupe, mais avec certains membres du groupe sur différents projets. D'accord. Donc, c'est juste la petite précision. Merci donc, pour la précision. Je ne veux pas m'accaparer des succès qui ne sont pas forcément les miens. On reconnaît ton humilité. C'est important, c'est important. Donc oui, je m'appelle Nizar Bakar, je suis né aux Comores. Je suis arrivé très tôt en France, à 1 an, parce que mon père était dans l'armée, il était muté en métropole, parce que les Comores, à l'époque où je suis né, c'était encore français. Donc pour ceux qui voudront aller faire des petites recherches. Voilà. Et donc je passe une petite partie de mon enfance à Vannes. Après Vannes, on va sur Le Mans. Et après Le Mans, je pars 2 ans en Côte d'Ivoire, justement, parce qu'on a suivi mon père. D'accord. Pour une fois qu'il était expat. Et c'est là-bas que je découvre mon vrai coup de cœur pour la musique, même s'il y avait eu des prémices plus tôt, en étant très jeune. J'avais une vraie sensibilité parce que mes parents écoutaient beaucoup de musique. Et j'étais fasciné par les vinyles parce qu'ils écoutaient... Ils écoutaient quoi? Ils écoutaient beaucoup de choses. Ils écoutaient Pamela Munka, James Brown, la pop de l'époque comme Ramaya, même du rock. Tu vois, ils écoutaient beaucoup de choses. Donc, c'était très éclectique. D'accord. Donc, moi, j'adorais tout ça. Après, donc, en Côte d'Ivoire, vrai coup de foudre. J'étais au lycée français d'Abidjan. Et au lycée français d'Abidjan, il y avait un jeune dont le père était pilote de ligne. Et lui faisait souvent l'aller-retour New York, en tout cas les États-Unis, Abidjan. Okay. Et il lui ramenait les cassettes ou les CD des rappeurs américains de l'époque. Et donc, il partageait ça avec nous. Et nous, on était comme des fous sur ça, quoi. Donc ça, c'était sur une partie de mon adolescence. Et revenu au Mans, je prends en plein visage, en plein cœur, en tout cas, le hip-hop et tout ce qui se passait, parce qu'on était loin de l'époque de Sydney avec TF1, etc. Donc, c'est la période Zulu Nation où tout le monde taguait, les graphes, la danse. C'est donc le début du hip-hop en France. Le début vraiment du hip-hop, très fort. Et donc, du coup, mes potes que j'avais abandonnés 2 ans avant, je les retrouve, mais ils sont en plein dedans. Donc, ils me mettent dedans aussi. D'accord. Donc, voilà, on fait ça, on monte notre petit groupe, on faisait plein de choses. Et puis, il s'avère qu'on s'est rendu compte que moi, j'avais plus d'aptitude, en tout cas, à être derrière et à manager le groupe et à m'en occuper plus que d'être sur scène avec eux. D'accord. Donc c'est tes potes qui étaient dans la musique et par la force des choses, toi, tu as commencé à les manager. C'est exactement ça, c'est ça. Donc après, je te dis, je prends des raccourcis parce que si je te raconte toute l'histoire... Ça va durer des heures. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Et comme t'es un peu pressé.
Et donc on fait ça, et en parallèle de ça, moi j'étais toujours dans mes études, lycée, fac, etc. Et donc en parallèle de ça, je crée une émission de radio, même s'il en existait déjà, autour de ces thèmes. Donc, je recevais les nouveautés des maisons de disques et je les classais après dans ce qu'on appelait les classements blacklist, qui étaient après dans Musique Info Hebdo, il y avait un classement de toutes les blacklists des radios Ferrarock en fait. Pareil, si je commence à t'expliquer, ça va être un peu compliqué. On fera tout ça dans un second épisode. Ok, je crois qu'on va faire ça. Voilà. Mais en gros, je faisais des classements et du coup, j'étais en contact avec les attachés de presse de maisons de disques. Et cet univers me fascinait en fait. Et je me disais... Et c'est comme ça que tu as commencé à te faire ton réseau finalement. Ouais, c'est un peu comme ça parce que j'ai ensuite été avec un contact que je big up, qui est Warif Boulgroun, qui était attaché de presse chez WEA et For My People. Et donc, moi, je lui disais que j'aimerais bien travailler dans son milieu et comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. On a monté des événements ensemble aussi parce qu'après, je donnais des cours de musique assistée par ordinateur et d'écriture à des jeunes sur une maison de quartier, en fait, au Mans, qui était la maison pour tous Jean Moulin. Et comme ça se passait très, très, très bien. Après, on a monté des événements avec Warif qui sont bien passés. Le premier, c'était avec Bustaflex. Après, comme ça s'est bien passé, je l'ai fait avec d'autres maisons de disques. On a dupliqué ça. Donc on l'a fait avec Oxmo, c'est comme ça que j'ai rencontré Oxmo qui est un ami depuis et quelqu'un que j'apprécie énormément, pour qui j'ai beaucoup beaucoup de respect. Donc on l'a fait avec plusieurs artistes et ça s'est bien passé et visiblement les événements jusqu'à aujourd'hui existent encore. On dit que des collègues, des camarades de l'époque ont pris la relève, donc j'en suis assez fier de ça. Bravo. Merci. Et donc en faisant tout ça, ensuite Warif me dit si tu fais telle formation, je pourrais te prendre en stage et ensuite on verra ce qu'il en découlera. Donc j'ai fait la formation. La première année, mon patron... C'était quelle formation ? S'appelait manager du monde de la musique. Donc où ça ? C'était à Issoudun. C'est connu. C'est une référence. Je sais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement d'écoles que je me dis que... Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, certes, il y a les MIC, etc. Mais Issoudun, c'est quand même Issoudun, c'était la seule, en fait. Voilà, à l'époque, c'était la seule. Donc, il y a des gens comme Thierry Chassagne, qui ont été président de Warner, qui est passé par Issoudun aussi. De grands managers qui sont passés par Issoudun. Je big up ma pote Alexandra Monori, qui aujourd'hui s'occupe de Mister V, entre autres. Donc elle a signé plein d'artistes avec qui ça a bien fonctionné. Mais il y en a plein des managers qui sont passés par là-bas et qui ont des beaux postes dans la musique aujourd'hui. Donc j'ai fait cette formation, Warif m'a pris en stage et suite à ce stage, ils m'ont proposé un CDD. Donc ils ont fait une création de poste. J'assistais Warif sur le label urbain de WEA. D'accord. Donc on a développé des projets ensemble et après j'ai arrêté. J'ai décidé de stopper parce que les choses n'allaient plus. Et en plus, il fallait que je me fasse opérer pour me faire enlever une broche que j'avais à la cheville parce que je m'étais cassé la cheville au foot 1 an et demi avant, je crois. D'accord. Et j'ai un ami qui m'a appelé pour me dire qu'il y a un poste de directeur artistique qui se libérait chez Sonia TV. Il m'a dit que je devrais postuler. L'ami en question, c'était Sébastien Catillon. Donc du coup, je le big up aussi. Donc du coup, j'appelle Sony en disant que j'aimerais me proposer. Ils avaient déjà choisi la personne qu'ils devaient recruter et j'ai réussi à leur mettre le doute. Donc on s'est retrouvés en finale, cette personne et moi. Ouais, c'était plutôt cool. Même si j'y allais en me disant j'ai pas une grosse expérience, voire pas du tout. Parce que j'étais plus au marketing, pas à l'artistique. Et comment tu as réussi à les convaincre rapidement ? Je pense que c'est mon côté passionné par la musique qui fait qu'ils se sont dit, lui, il est passionné, il a faim. Je pense que c'est ça. Ils ont vu la capacité de travail aussi, peut-être ? Je pense. Moi, j'avoue que je ne leur ai pas demandé, mais je pense que j'ai réussi à les faire douter parce qu'ils m'ont demandé aussi d'analyser leur répertoire. Qu'est-ce que moi, je me verrais faire par rapport à leur répertoire. Et donc, du coup... Donc, tu as proposé une stratégie. Exactement, c'est ça. Et la personne qui était en compétition avec moi, au final, a choisi elle-même une autre opportunité qu'elle avait. Donc, tout naturellement, il n'y avait plus que moi après. Et c'est comme ça que j'ai commencé en tant que directeur artistique chez Sonia TV. Hyper intéressant. Très bien. Est-ce que tu te souviens de ta première fierté professionnelle dans la musique ? Alors des fiertés, j'en ai eu beaucoup parce que... Mais la première, celle où tu t'es dit là vraiment, je suis au bon endroit, je suis fait pour ça et je vais rester là-dedans un moment. En fait, c'est pas quand j'étais en maison de disque ou en maison d'édition avec un projet comment dire, où je me suis dit j'ai été vraiment vraiment fier. Ma première vraie fierté, ça a été de repérer une chanteuse sur la maison de quartier
tu vois, où je me suis dit, quand je l'écoutais la première fois, alors que j'étais pas en place du tout, je faisais pas encore ça, mais quand je l'ai entendu, j'ai fait waouh. Je dis, elle a rien à faire là. C'est qui? Tu vois, c'est Leslie. Ok. Tu vois, donc Ouais. quand je l'ai entendue pour la première fois, elle venait parce qu'il y avait un petit groupe de rap qu'on avait, qu'on accompagnait, qui m'ont dit, on a rencontré une petite au parc, on lui a proposé de venir chanter. Elle est venue, elle s'est présentée, elle était dans le hall avec ses petites couettes, sa petite jupe, ses petites baskets. Elle avait 14 ans, je crois, ou 13 ou 14 ans. Et elle me dit bonjour, je cherche Nizar Bakar. Je dis c'est moi. Je dis, je viens rejoindre un tel. J'ai oublié le nom du groupe, désolé pour eux. Elle vient et je dis ok, cool. Et je rentre dans la salle, je branche leur micro, je lance le playback et ils commencent à rapper. Et elle a chanté. Et dès qu'elle a commencé à chanter, j'ai stoppé. J'ai dit attends, tu peux refaire ce que tu viens de faire? Tu vois? Et je précise, là, on est au milieu des années 90. Ouais. Le R&B français, il n'y avait personne. Mm. Wallen. C'était, ouais. Et même quand il y avait du monde, ça a été compliqué en plus. C'était compliqué, mais il n'y avait personne encore là, à part Wallen. Mm. Tu vois? Donc quand tu regardes bien, tu te dis à l'époque... Et donc je l'entends, et quand je l'entends, je fais waouh! Et donc du coup, je lui dis, attends, toi, en fait, t'as rien à faire ici. Et comme je travaille avec un compositeur talentueux qui a fait plein de hits après, d'ailleurs, qui lui a fait son plus gros hit ensuite, et j'attends, c'est lui qui l'a composé. Tu vois? Donc comme je travaillais avec, je lui dis, toi, je vais t'emmener à notre studio, et on va te faire des maquettes, et on va voir ce que tu peux vraiment faire. Et elle m'a dit, ok, j'ai rencontré ses parents, enfin, il s'est passé plein de choses. Ouais. Et en fait, je te dis, je ne vais pas te raconter toute l'histoire parce que c'est beaucoup trop long. Mais quand elle a eu Mais pourquoi t'écris pas un livre? Non, mais sérieux. Je crois que ça va être en projet. Hein, mais je crois, j'ai vu passer un truc là-dessus. On me pose tellement souvent la question que je commence à me poser la question. Mais sérieusement, franchement, t'as beaucoup de choses à dire. Je pense, ouais, peut-être. Utile. Je te remercie en tout cas. Et du coup, quand elle a fait Graine de Star ensuite, parce que son frère a utilisé mes maquettes pour la faire postuler à Graine de Star. D'accord. Tu vois, parce qu'on a eu un différend ensuite qui fait que moi j'ai dit je me retire. Moi je préfère me retirer plutôt que m'accrocher à un projet et je vais gagner et je pourrais pas me regarder dans la glace. Ouais. Tu vois, donc j'ai dit moi je me retire, ça ne m'intéresse plus. Et voilà. Mais quand elle a breaké et que ça a fonctionné, qu'on n'aime pas, je l'ai repéré dans une maison de quartier. J'étais pas directeur artistique. Ouais. Donc je me suis dit en fait, je crois que j'ai quand même du nez. C'est ça, t'as du talent. Voilà, et cette petite, là où elle me bluffait, c'est que elle écoutait les Destiny Child. Tu vois, et à l'époque, on n'est pas dans le streaming comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les DSP pour découvrir. Donc je me dis, waouh, cette petite, elle a une vraie culture musicale. Tu vois, et un jour, je ferai écouter aussi les maquettes de ce qu'elle faisait à l'époque. Et quand je fais écouter, les gens sont assez bluffés. C'est un poil différent de ce qu'elle a fait après, mais moi, je trouve ça encore fort, quoi. C'est vrai que, voilà, toi, t'avais ce flair, finalement, pour repérer des artistes. Donc, il y a eu Leslie. Récemment, je crois qu'il y a eu Taïk. Ouais. On voit aujourd'hui le succès. Voilà, je pense que c'est important aussi d'identifier son talent. Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça qui peuvent se targuer d'avoir découvert autant de talent. En fait, tu sais, quand tu es dedans, tu te rends pas compte. Toi, tu disais que c'était ton boulot. tu dis c'est ton boulot, mais en fait, tu te rends pas compte que ton talent, il est de repérer des talents. Ouais. Tu vois? Donc, quand tu le fais au début, tu le fais, t'es passionné, t'es juste passionné, t'adores. Et tu vois, je me souviens avant que justement qu'il y ait les playlists et les DSP, etc. Moi, ce que j'aimais beaucoup faire, c'est quand j'avais des albums, dès l'instant où je pouvais graver avec mon graveur de CD, je me faisais déjà mes compilations. Tu vois, parce que dans les albums, j'avais mes titres, qui n'étaient pas forcément les singles mis en avant par les maisons de disques, mais moi, j'avais mes titres que j'adorais, et je me les mettais, je me les faisais, j'avais mes compilations, et j'adorais écouter comme ça. Donc, pour les talents que je repérais, c'était un peu la même chose. Et surtout, il fallait que ça m'émeuve, que ça me frappe, que ça me parle. Et après, si ça parlait à un plus grand nombre, là, tu te dis magnifique. Tu vois, et c'est vrai que ça s'est reproduit plusieurs fois. Pas à tous les coups, sinon ce serait trop facile. Mais ça s'est relativement souvent reproduit. Et le fait que... Ma fierté, en fait, avec Taïk, c'est que j'étais plus à mes débuts, on était à plus de 20 ans après, tu vois. Et me dire que... oui, j'arrive encore à déceler ou à me dire c'était plus facile aussi parce qu'il avait sorti Nisha avant, que ça s'était bien passé. Mais quand je le signe, il est à 30 000 ventes. Tu vois, tu regardes les ventes aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Et surtout, c'est quand même... comment je peux dire ça? J'aime pas dire niche, mais bon, si on doit parler un peu en mode business... tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait quand même tous ces gros artistes nigérians qui étaient en train de percer. Non, mais c'est vrai. Mais sur le marché français, certes, il y avait Dadju qui faisait des trucs et tout ça, mais
Ça n'a rien à voir, là. Bah, à l'époque, il n'avait pas la popularité qu'il a Voilà, là, tu vois. ouais. Et, Mais je veux dire, quelque part, tu as pris un risque, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est un artiste qui était sur une esthétique afro, qu'on ne se dit pas que ça va devenir mainstream, en fait. Ah, mais c'est simple. Moi, déjà, au début, quand je le signe, je te dis, les propriétaires du label pour qui je travaillais, ils étaient dubitatifs. Tu vois, il fait une date au Trianon, j'étais tout seul de la maison de disques. Il fait une date à l'Olympia, j'étais tout seul de la maison de disques. Tu vas être présent. Donc après, il s'est passé beaucoup de choses et forcément, tant mieux. Je suis content pour lui et pour la maison de disques, tant mieux que ça soit passé comme ça. Tu vois, mais à un moment donné, c'est musique, cette culture, en fait, au-delà de cette culture, nous, on a le truc. Tu vois, on l'aime, on l'apprécie, on en vit. Tu vois, que ce soit l'afro-love ou que ce soit autre chose, parce que nous, de toute façon, on pourra dire ce qu'on veut. On va effectivement à chaque fois nous dire, ça va être segmentant, on va être que dans tel créneau. Mais même dans la pop, on a été présent, et la pop, on vient aussi de la pop, tu vois. Donc, et de toute façon, ce créneau est devenu la pop d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais comment dire, en tout cas, on avait la vision, tu vois. Et Taïk, quand tu le connais et que tu échanges avec, tu sais que le type est un génie. Donc, dès l'instant où il est un génie, tu lui donnes juste les moyens pour pouvoir péter. Tu vois. Et pour moi, comment est-ce que je me projetais à ce moment-là? C'est que quand on fait N'y pense plus, qui rentre enfin en radio, qui se passe des choses, on apprend qu'il va faire il est dans la catégorie révélation des Energy Music Awards, tu vois, et qui doit performer. Moi, je l'ai vu déjà au Trianon et je l'ai vu à l'Olympia. Donc, je sais de quoi il est capable. Donc, dès l'instant où je sais de quoi il est capable, je me dis, on a enfin un artiste pop, entre guillemets, qui est du niveau des Américains en termes de performance, tu vois, qui est capable de faire ce que fait les Américains. Moi, le dernier qui avait fait une performance, je trouve, de ce niveau-là, pour moi, c'était Stromae. Tu vois, en tout cas, au niveau du show. Donc, dès l'instant où je me dis, on a 1 minute 40, parce que catégorie révélation, t'as pas plus de 1 minute 40. Je me dis, comment en 1 minute 40, on traumatise les téléspectateurs? Tu vois le truc? Donc, moi, je me dis, je vais appeler le scénariste des stars, en fait, le meilleur scénariste français qui existe sur tous les spectacles, les plus grands spectacles, qui est Julien Mérès. Tu vois, et j'avais travaillé avec lui, on s'était rencontrés sur la tournée de Gims. Et donc j'appelle Julien et je lui dis, Julien, je sais que toi, t'es du niveau des Américains pour faire des shows, tu vois. Un show à la Bruno Mars, tu vois, au niveau de la Corée et tout ça. Je dis, j'ai l'artiste pour toi. Il me dit, ah bon, vraiment et tout. Je dis, oui, j'ai l'artiste. Il fait pas semblant. Quand il danse vraiment. Tu vois. Et je dis, quand il chante vraiment. Au niveau de l'attitude, je dis, le mec a tout. Ce qui est rare aussi, je trouve, sur la scène française, d'avoir des talents comme ça qui sont capables à la fois de chanter et de danser, quoi. C'est pour ça que je me disais, on l'a. Moi, ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Et je me disais, enfin, on l'a. D'ailleurs, big up à H24 et toute l'équipe, parce qu'ils m'ont fait confiance quand même, ils m'ont suivi aussi derrière. Et je dis, on l'a enfin, on va pouvoir mettre ça en place. Tu vois, et je les fais se rencontrer. Et quand ils se rencontrent, les mecs, mais ça a matché tout de suite. Ça a tellement matché qu'encore aujourd'hui, ils travaillent ensemble, les mecs. Tu vois, mais en 1 minute 40, je me dis, comment on fait pour les traumatiser? Donc, je sais que je me faisais taper sur les doigts parce que forcément, le budget, il est resté conséquent parce que Taïk est un gros bosseur. Donc, au niveau des répètes, des danseurs, des danseuses, etc., c'était du budget. Mais je me disais, on n'a pas le choix, c'est de l'investissement. Je sais que ça va servir pour après. Mais au moins, on va choquer. Tu vois, et en choquant derrière, les gens, ils vont le découvrir et ils vont voir. Et ça a payé. Ça a payé, ne serait-ce que pendant les répétitions. On est à la scène musicale, qui fait sa répétition. Toute la prod était tellement choquée que tu as le directeur de prod qui est descendu de son camion, Régie, où il avait les retours, où il est venu nous voir en disant « Merci, ce que vous nous proposez là, jamais on nous l'a proposé, c'est juste incroyable. » Et c'est là qu'il a commencé à lui parler de Danser avec les stars. Donc, c'était la petite anecdote sur Taïk. Désolé, je t'ai dit, si on part sur des sujets, je fais trop de choses à dire. Non, c'est hyper intéressant. En tout cas, voilà, c'est ce qui fait aussi la richesse de ton parcours, c'est que tu as pu évoluer à la fois dans des majors et dans des labels indés. Exactement. Qu'est-ce que tu en retires finalement, le fait d'avoir... Parce que, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est courant, ça? J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils sont que en major, et il y en a d'autres qui ont une espèce de plafond de verre. Ils sont connus, ils sont bons, mais ils sont en mode indé, et ils sont toujours en mode indé. Aujourd'hui, quand tu regardes la manière dont la musique elle est distribuée, t'as beaucoup plus d'indés qu'avant. Voilà, bien sûr.
Tu vois, donc une major, aujourd'hui, les majors, déjà c'est différent parce que tu as même une major comme Believe aujourd'hui qui vient concurrencer toutes les... Pour toi, Believe, c'est une major. Pour moi, c'est une major aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'est structuré comme ça, hein. Même s'ils se vendent encore comme distributeur digital indépendant. Tu regardes, c'est une multinationale, je crois. Je ne sais pas s'ils sont encore cotés en bourse ou pas, mais Believe, t'es partout, quoi, dans le monde. Tu vois, tu regardes le nombre de personnel qu'ils ont, le nombre de services qu'ils ont. Et puis même le nombre de succès qu'ils ont. Ouais, tout à fait. Tu vois, donc pour moi, ils sont aussi puissants. Bah oui, ils sont aussi puissants que les majors, si ce n'est plus que certaines. Tu vois, donc sur cette question, je sais pas aujourd'hui. Bon. Donc du coup, toi, t'es un ancien. C'est un compliment. Hein. T'as vu plusieurs époques, on va dire, passer dans cette industrie. Pour toi, qu'est-ce qui a le plus changé j'ai envie de dire dans le métier, mais en même temps, tu as eu plusieurs métiers, puisque tu as fait du marketing, tu as fait des éditions, tu as fait label manager, tu as eu plusieurs métiers. Qu'est-ce que j'ai presque tout fait. Ouais. La distribution, je l'ai fait même en indé quand j'ai fait mes mixtapes, quoi, tu vois. Donc, ce qui a changé, c'est l'accès à la musique, tu vois, aujourd'hui. Donc, que ce soit pour la promo ou pour la distribution, aujourd'hui, le petit mec dans sa chambre, il peut produire sa musique et la mettre à disposition du public dans l'heure, quoi. Tu vois, donc, et ça, nous, à notre époque, ça n'existait pas. Après, avec la nouvelle génération, selon le créneau, elle est beaucoup plus speed qu'avant. Ouais. Tu vois, et une partie de cette génération m'a fatigué. C'est vrai. Ouais. Il y en a un que je trouve, tu vois, hyper respectueux et intéressant. Mais tous ceux qui ne sont pas dans ce concept-là, ils m'ont épuisé. Ben, c'est clair. Tu vois, et travailler avec ces artistes-là, pour moi, ça... Il n'y avait pas de respect, c'est ça ? Non, exactement, c'est ça. Ah ouais, mais comment c'est possible, ça ? Mais toi, après, tu calmes les gens, Oui, mais certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. Et tu sais, la nouvelle génération... Quand tu regardes tout ce que tu leur vends comme ça leur est vendu, là, entre les influenceurs et tous ces trucs, les codes, les repères, c'est plus les mêmes. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est vraiment pas les mêmes. Donc, leur inculquer les valeurs avec lesquelles nous, on a grandi, pour certains, c'est dur, quoi. Tu vois, c'est compliqué. Donc, quand ils n'ont pas tout de suite et que... Tu vois, je regardais la blague de la nana qui démissionne de son taf parce qu'elle veut partir en vacances et qui dit à son boss qu'il n'a pas le choix et que c'est comme ça et qu'il n'essaye même pas de la retenir. Waouh. Ouais, c'est un autre rapport au travail, tout à fait. Ben oui, et le rapport, il n'est pas du tout le même. Et dans la musique, c'est devenu aussi un peu comme ça avec certains. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est ça qui explique le fait que les artistes, ils ont une durée de vie plus courte. Genre, ces artistes qu'on voit là, voilà, ça pète, ça cartonne, machin et tout. En fait, 2 ans après, on les a oubliés, quoi. Ça, c'est possible pour ceux qui, pour moi, à mon sens, ne sont pas des grands artistes. Tu vois, les grands artistes, pour moi, c'est comme les grands sportifs. C'est ceux qui travaillent le plus et qui ont faim. Tu vois, j'ai eu la chance de travailler avec de grands artistes et ceux-là, il n'y a pas de hasard, en fait. Ouais. Ceux qui font le plus de succès, le plus de hits ou ont la plus grande longévité, souvent c'est les plus gros bosseurs. C'est pas les one hit wonder, tu vois, qui ont un coup de chance à un moment donné. Ça, voilà. Là, on en a beaucoup. Il y en a un paquet. Ouais. Il y en a un paquet. Ok. Donc, comme on l'a dit, toi, tu as eu plusieurs rôles. Finalement, est-ce qu'il y en a un que tu as préféré ? Est-ce que c'était label manager ? Est-ce que tu as été directeur artistique aussi ? Le marketing, la promo, qu'est-ce que tu as le plus préféré ? Pourquoi ? Moi, ce que je préférais, c'était quand même de repérer, de détecter les talents. Okay. Après, c'est kiffant aussi de te dire qu'en tant que label manager, tu as la main sur la stratégie marketing et que tu choisis les artistes avec qui tu collabores et comment tu collabores, tu vois. Si je prends un Yuzma, par exemple, quand je le signe, c'est pareil, je dois faire des pieds et des mains pour le signer, mais ça se passe bien et ensuite j'ai tout fait. Tu vois, toute la strat marketing, choisir le réalisateur du clip, comment on communique, à quel moment, lui imposer à un moment donné même de partir sur TikTok parce qu'il aimait pas ça, il trouvait que c'était pour les kids, parce que ça sortait de Musical.ly, tu vois, à l'époque. Et au final, quand tu regardes que son single il a fait platine et que l'album a fait or, bah, ça aussi, tu peux en être fier à un moment donné. Tu vois, malgré la polémique qu'il a pu avoir, ça, je veux pas en parler parce que je ne peux pas me permettre, parce que j'ai pas les tenants, les aboutissants. Ce que je sais que c'est de mon côté, l'artiste, pour moi, était clean. Maintenant, sur le reste... Ça fait partie aussi des
des difficultés du métier, on va dire. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Mais en tout cas, oui, là, j'ai eu de la chance de faire les deux, en fait, parce que je l'ai signé, donc j'ai été directeur artistique, je l'ai repéré, et j'ai fait toute la strat et toute la communication derrière. D'accord, ok. Je ne sais plus si j'ai posé déjà cette question. L'artiste que tu es le plus fier d'avoir accompagné? Bah, il y en a deux dont j'ai été vraiment, vraiment fier, et avec qui je suis encore aujourd'hui en contact. Tu vois, c'est Tikenja Fakoli et Swad Massi. Pourquoi? Parce que ce sont de grands artistes, mais ce sont de grandes personnalités aussi. Tu vois, qui sont tellement brillants, en plus d'être humains, qui fait que j'ai un respect immense pour ces deux personnes, au-delà de la musique. Déjà, tu les écoutes. Tu écoutes les messages, tu écoutes les voix. Voilà, ils sont vraiment dans la transmission. Tu vois, c'est exactement ça, Ouais. mais dans l'émotion aussi. Oui. L'émotion est très, très forte. Tu vois, une chanson comme Raoui, tu vois, ou Tiken, j'en ai plusieurs, mais il y en a une que j'ai... tu vois, ma mémoire commence à me faire défaut, que j'ai mis sur mon Instagram, c'est une musique de Tiken, quand tu arrives dessus. Et Sunguruba, par exemple, de Tiken, j'adore, même si c'est pas celle-là. Tu vois, et pareil, encore une fois, c'est pas ses plus gros hits. Tu vois. Et ouais, ces deux artistes-là. Après, je te dis, les trois quarts, je les ai tous aimés parce que moi, je ne savais pas signer des artistes qui ne me parlent pas. Quand j'ai voulu le faire en faisant des stratégies marketing, je me suis planté. D'accord. C'est vraiment, voilà, t'as le flair. Non, mais c'est vrai, t'as le flair. Ok. Est-ce que, pour toi, l'héritage de gros labels qui ont fait la musique urbaine en France, comme Watibé, par exemple, ou d'autres labels urbains, tu penses que c'est assez reconnu aujourd'hui? Assez reconnu. Bah, t'es obligé de reconnaître quand même et de respecter un minimum quand tu regardes les artistes qu'ils ont. Mais je veux dire là, pas forcément pour nous qui sommes dedans, mais pour... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, voilà, on sent encore leur... comment je veux dire ça? On sent encore la touche de Watibé. Tu sens qu'ils sont reconnus parmi les gens qui font le métier aujourd'hui, parmi les artistes justement de cette jeune génération. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est perdu? Enfin, je ne veux pas influencer la réponse. Tu parles du côté des jeunes ou du côté des maisons de disques? On va dire côté industrie comme côté grand public. Côté industrie, pour moi, cette industrie, elle nous a toujours utilisés. Ah ouais? Ouais, pour moi, elle nous a toujours utilisés. Peut-être pas au publishing, parce que j'ai pas eu ce rapport-là et cette impression-là avec mon boss. Hein. À l'époque, j'étais le seul noir, d'ailleurs. Ouais. Tu vois, quand on va parler après, on va parler. Non, vas-y, continue. mais sinon, sur les autres, ouais, on nous a utilisés. J'ai un pote qui est un ancien collaborateur de maison de disques, qui lui est métis, qui me disait, mais tu sais pas, Nisa, en fait, à l'époque, ils savaient pas faire, donc ils nous prenaient pour le faire. Donc tu veux Maintenant dire que... Maintenant qu'ils savent le faire, ils ont plus besoin de nous. Ah, ils savent le faire? C'est ce qu'il dit. En attendant qu'ils sachent le faire ou pas, tant que ça vend, ils sont contents. D'accord, ils savent, on va dire, faire des hits, etc., mais est-ce qu'ils savent faire des carrières? Mais déjà, des hits, ils en font même plus parce que les artistes sont pas en contrat d'artiste. Nous, à l'époque, on signait des artistes quand même en contrat d'artiste. Peut-être qu'il faut qu'on explique parce qu'on est vraiment dans notre truc, mais en vrai, je trouve que les gens ne sauront pas ce que c'est. Bah, le contrat d'artiste, si tu signes l'artiste dans ta maison de disques, et c'est toi qui finances l'enregistrement, le mixage, le master, et ensuite, ton département marketing va gérer tout ce qui est communication, etc., plus la promo. Alors que quand c'est un contrat de licence, tu as un producteur qui existe, et ce producteur prend une avance chez toi, par exemple, dans la maison de disques, et avec cette avance, peut financer l'enregistrement et avancer les frais du clip. J'ai perdu un petit peu les repères, surtout comme je suis tellement dans le sport maintenant, donc il y a des trucs que j'ai oubliés. Mais en tout cas, le producteur est propriétaire des masters. Donc, et aujourd'hui, tu as beaucoup plus de deals de licence, voire de distribution, tu vois, que de deals d'artistes. Donc, et c'est dû à quoi? C'est qu'il y a une perte de confiance? Ou c'est le côté entrepreneur des artistes? Déjà, les maisons de disques aujourd'hui, elles signent quasiment plus d'artistes sur des coups de cœur. C'est les datas. Elles vont regarder un artiste qui est en train d'avoir je ne sais combien de vues sur TikTok,
qui est en train de streamer déjà tout seul via un TuneCore ou je ne sais quoi. Ouais. En gros, il a déjà fait le job. Il a fait le job. Où il est passé à Nouvelle École. Il a déjà une fanbase. Et du coup, c'est comme une banque. On ne prend pas de risque. Tu es en CDI, tu gagnes 5000 balles. OK, je te finance ta maison. Sinon, si tu n'as rien... tu vois, tu regardes, tu parles de Nouvelle École. Moi, j'ai travaillé après, tu vois, on parlait de label indépendant pour le label de Camaro, qui s'appelait 47. Et à l'époque de 47, big up à mon pote Tom Routier, on signe Youssef, SWAT. Ah tu ouais. vois, ouais, on l'a signé parce que Tom l'avait repéré. Et du coup, comme on était en phase et qu'on voulait développer un projet ensemble, depuis un moment on cherchait, on n'avait pas trouvé. Là, on l'a trouvé avec Youssef. Et on était hyper contents de ce qu'on a mis en place. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé avec E47 qui a eu quelques soucis. Et en tout cas, nous, on avait le flair pour pouvoir détecter un talent sans qu'il soit passé par une médiatisation forte. Ben voilà. Tu vois. Et le fait d'avoir ce succès derrière de Youssef, nous, ça nous a fait hyper plaisir parce qu'on s'est dit, en fait, on avait ça soit pas raison. bien passé, on ne s'est pas planté. Voilà. Tu vois, parce qu'on a eu du goût avec cet artiste et ce qu'il était capable de faire. D'accord. Ok. Donc justement, on parlait de représentation rapidement. C'est vrai que c'est Booba. Tu as travaillé avec Booba, toi, en plus. Exactement. Qui en parle souvent. Bon, certes, il passe son temps à clasher, mais il dit beaucoup de vérité, pour moi en tout cas. Il y a un problème de représentation quand même dans l'industrie musicale, alors qu'elle... comment dire ? Elle vend notre culture, si on peut dire ça comme ça. Comment on peut l'expliquer, ce fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les personnes qui sont à la tête des labels, etc., il n'y a pas de personnes... Pourquoi toi, par exemple, tu n'as pas été directeur de label ? C'est une question que je me suis aussi posée. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis retiré de ce milieu. Parce que j'ai compris qu'on ne m'en donnerait pas. Et pourquoi On va comprendre pourquoi. Parce que tu as fait le job. Moi, je me souviens d'une fois, quand j'étais chez Universal, tu vois, où j'étais label manager de Monstres Marins et en même temps directeur artistique sur Polydor. Il y a Warner Chappell qui veut me débaucher. Donc, Caroline Molko m'appelle, que j'apprécie et pour qui j'ai également un grand respect. Et elle voulait que je les rejoigne. Donc, moi, je donne mon accord, parce que ça me parle, parce que son roster me parle, et parce que j'ai confiance en elle. Sauf que quand mon président en entend parler, à l'époque, Olivier Nuss, il me convoque dans son bureau. D'accord. Donc, et quand il me convoque, il me garde pendant presque 2 heures. Non. Ah, mais ça a été hyper long. Il a parlé pendant 2... Il voulait pas me lâcher. Ça, c'est des trucs de grands patrons. Mais il voulait pas me lâcher. Ok. Tu vois, il n'arrêtait pas. Tu peux pas nous faire ça, tu peux pas nous faire ça, tu peux pas nous faire ça. Tu vois, je te résume. D'accord. Et à un moment donné, moi, je craque. Je lui dis, mais attends, entre nous, Olivier, demain, tu as un label de disponible. Tu me le donnes. Est-ce que tu me mets à la tête de ce label ? Il me dit, pourquoi pas ? Mais son pourquoi pas, j'ai capté tout de suite. Donc, en fait, pourquoi pas, c'est pas une réponse. T'as compris ? Ouais. C'est oui ou c'est non, en vrai. Mais c'est ça. Pourquoi donc, pas, dès l'instant où j'ai compris qu'il me le donnerait pas, j'ai dit, tu vois... Mais qu'est-ce que tu as fait quand tu as eu cette offre, finalement ? T'es resté avec lui ou t'es parti chez Warner Chappell ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que il sait être convaincant. Il n'est pas à ce poste-là non plus pour rien. Tu vois, donc, certaines personnes qui sont à ce genre de poste n'ont peut-être pas forcément la fibre artistique pour repérer toujours les bons talents. Mais en termes de management, si elles tiennent aussi longtemps, c'est qu'elles ont quand même une certaine qualité. Et du coup, il a réussi à me mettre le doute. Et comme en plus, chez moi, ça n'allait pas très bien, tu vois, je lui ai dit, je vais prendre une réflexion et je te donne ma réponse le lendemain matin. D'accord. Tu vois ? Et donc, comme on dit, parfois, tu prends conseil chez toi parce que tu peux être un peu perdu. Sauf qu'en rentrant chez moi, j'ai pas eu le bon conseil. Ah, quand tu dis chez toi, c'est... C'était avec la mère de mes enfants. D'accord. Et du coup, quand j'ai demandé conseil, elle m'a plus conseillé de rester. Tu vois ? Jouer la carte de la sécurité. Mais pour moi, c'était une sécurité d'aller chez Chappell. Warner, ça restait une major. Les éditions, je connais par cœur. Son roster, je l'appréciais grandement, on se connaissait très bien. Tu vois ? Donc pour moi, c'était facile. Et alors que là, c'était un autre challenge. De toutes les façons, je ne suis pas resté très longtemps non plus parce que j'ai eu l'opportunité de partir après. D'accord. Mais si je devais refaire l'histoire, oui, je serais parti. Je serais parti le jour où je lui ai annoncé. Et donc, on en revient à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, pendant Black Lives Matter, on en a beaucoup parlé, même dans la musique, il y a eu des grosses nominations, même sur le marché français, tu vois. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore ce plafond de verre, d'après toi ?
Tu sais, je pense que parfois, soit t'es craint, soit tu te déranges, tu vois. Et quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage, Voilà. tu vois. Donc, moi, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres aussi, tu vois. Donc, à partir de là, tu te dis, si tu déranges, ça sert à rien de rester. Ouais. Reste pas là où t'es pas souhaité, Tout à fait. tu vois. Ça, Donc, c'est très important. Mais oui, Ouais. mais oui. Donc, j'ai vécu des trucs. Tu vois, je te dis, si j'écris un livre un jour, je raconterai tout ça. Faut l'écrire. Tu Moi, vois. moi, je te jure, je te trouve ton éditeur. J'ai déjà qui va éditer ton livre. Il y a une éditrice qui m'écrit beaucoup aussi. Bon, qui ben aimerait. voilà. Ouais, mais on verra tout ça, chaque chose en son temps. D'accord. Mais j'ai compris que ouais, ça sert à rien que je reste. Tu vois, parce que mes preuves, je pense qu'elles ont été faites. Voilà. Et tu t'as pas été reconnu à ta juste valeur. Exactement. Et puis je te dis, puis surtout quand tu as apporté ce que les gens attendaient et qu'ils estiment qu'ils peuvent y arriver maintenant sans toi, tu vois, ta valeur ajoutée, elle est plus forcément hyper présente. Hein. Les gens oublient très vite, Ouais, très vite. tout à fait, surtout dans cette industrie. Exactement. Donc là, quand ça se passe comme ça, toi, tu te dis, bon, maintenant, pas forcément à la suite d'Universal, hein, mais en tout cas, voilà, à la suite de ces différentes expériences, toi, tu as décidé carrément laisser la musique. Ouais. Bah, c'est surtout après l'expérience E47, parce que en E47, je me retrouvais, tu vois, au niveau de l'équipe, des valeurs, tout ça, exactement. Des valeurs, okay. Tu vois, les valeurs qu'avait Cyril et ce qu'il a essayé de mettre en place, franchement, pour moi, c'était louable. Donc j'étais content, mais sauf qu'après, ça suivait pas à tous les niveaux, donc c'était beaucoup trop compliqué. Et à partir de là, je lui dis, tu sais quoi, c'est mieux que je passe à autre chose. Tu vois, et comme j'avais mon projet dans le sport avec mon jeune associé, j'ai dit on va se lancer à fond et maintenant passer totalement à autre chose. D'accord. Alors du coup, donc maintenant tu es manager, plus d'artistes, mais de talent. C'est pas n'importe quel talent quand même. Ouais, c'est de beaux talents. Après, on a gardé une petite part d'activité dans la musique. Ouais. Tu vois, je fais du conseil pour Live Nation. D'accord. On collabore sur certaines belles choses ensemble. Big up Angelo d'ailleurs. N'est-ce pas? Et merci à lui pour tout ce qu'il fait. Ouais, et franchement, pour ses prises de position. Exactement. Pour le coup, c'est un modèle et c'est un bel exemple et on a de la chance de l'avoir. Bah oui. Donc, dans le sport, oui, en fait, c'est un peu un concours de circonstances qui s'est passé. C'est parce que mon associé est un ancien manager d'un groupe de musique que j'avais signé. Trop marrant. Truc incroyable. Et il s'avérait que lui était plus motivé que le groupe. Pourtant, avec qui on avait fait un beau projet ensemble. Et ses frères étaient en centre de formation. Je sais plus, au moment où je l'ai connu, je ne sais plus s'ils étaient encore en centre ou pas. Mais il me semble, ouais. Un était au PSG et l'autre était à Clairefontaine, avant en tout cas. Et du coup, il me parle d'un joueur qui est un ami d'enfance à lui et qu'il voudrait proposer à un club de Ligue 1. Et comme moi, j'avais quelques contacts, parce que j'avais eu quelques activités qui n'avaient rien à voir avec l'activité d'agent avant, mais j'avais mon petit network dans le milieu du sport. Voilà. Et je lui dis, je peux l'envoyer au club dont tu me parles, à laisser là-bas, tu me dis, et on le fait. Et donc, on l'a fait, et ça s'est bien passé. Et du coup, le joueur de National 2, il est passé en Ligue 1. Tu vois, 15 jours avant, il livrait des pizzas, et 15 jours après, il était joueur professionnel de football. Ouais, c'est un truc de donc, fou. Ouais, c'est une belle histoire. Et c'est comme ça, un petit peu, que l'histoire a commencé, de manière informelle. Et puis après... Lorina, je la connais depuis qu'elle a 10 ans. Je la vois sur les bords de terrain Donc elle est au PSG féminin. Elle est au PSG féminin, sa 5e année avec les pros. Son contrat se termine, donc on va voir ce qui va se passer. Mais, et du coup, d'autres joueuses nous ont rejoints, d'autres joueurs nous ont rejoints. On les a accompagnés, ça s'est bien passé. Et puis depuis 2011, je gérais l'image de Rio Mavuba. Voilà. Déjà, donc Rio, on est très proches. Depuis, parce que ça va faire 15 ans bientôt qu'on collabore ensemble. Ok. Et sur l'image, il y a également Florent Balmont, qui est un de ses anciens coéquipiers, qui nous a rejoint aussi depuis l'an dernier. D'accord. Et on essaye de faire des choses aussi avec un judoka qui est médaillé par équipe. Ah ok, donc là c'est vraiment foot, c'est même pas, foot, judo, t'es open en fait. En fait, sur le judo, c'est que de l'image. D'accord, ouais. Parce qu'on ne veut pas avoir la prétention de pouvoir gérer la carrière sportive d'un judoka alors que j'ai pas les codes. D'accord. Tu vois, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je serais incapable de t'en parler, de m'improviser agent de judoka. Mais Walid, comme c'est un proche d'un ami d'enfance, en fait, c'est comme ça que je l'ai rencontré et qui m'a demandé si on pouvait travailler ensemble sur des choses.
J'ai dit pourquoi pas, et il a les valeurs des autres athlètes de notre agence. Pour nous, les valeurs, c'est hyper important. Tout à fait. Donc c'est comme ça qu'on a accepté de commencer à collaborer ensemble. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a aidé finalement? Quelles sont les compétences un peu, on va dire, transférables qui t'ont permis, voilà, que tu as pris dans la musique et qui t'ont permis de vite t'immerger comme ça dans le sport et de réussir? Les athlètes, ça reste très proche quand même des artistes. Ouais. Tu vois, c'est des humains qui te vendent de l'émotion grâce à leur art. Tout à fait. Tu vois, donc les artistes, c'est grâce à leur art, et les athlètes, leur art, c'est le sport en fait. C'est ce qu'ils sont capables de faire sur un terrain de foot. Tu vois, cette magie qui se transcende, cette émotion que tu vis quand tu les vois jouer, c'est un peu la même émotion que tu vis quand tu entends un artiste chanter. Donc, au niveau des critères pour les repérer, je pense qu'on a cette sensibilité pour repérer un beau joueur ou une belle joueuse. Donc c'est un peu la même chose par rapport à la musique. Après, sur la projection, c'est pas du tout la même chose parce que l'environnement est totalement différent. Voilà. Un joueur de foot, au day-to-day, il est avec son club. Ouais. Tu vois, et donc toute l'infrastructure du club. Le coach, les kinés, préparateurs physiques, l'intendant, le chargé de com, le directeur sportif, son président. Et donc, il vit avec son groupe tous les jours. Nous, on intervient à des moments clés, en fait. Donc, on a peu d'athlètes, à la différence de certaines agences, qui fait qu'on est régulièrement en contact avec nos athlètes. Donc, pour savoir comment ils vont, si les choses se passent bien, pas bien, s'ils ont besoin de plus de notre présence ou pas. Ouais. Alors qu'un artiste, mais il peut t'appeler à 1h du matin. Ouais. Donc, tu vois pas le truc. de life. Mais l'athlète à 1h du matin, il est censé dormir. Ouais. S'il dort pas, il y a Donc, un problème. Quelque part, on dirait que c'est plus reposant. Je te le confirme. Ah non, mais ça, je te le confirme. Plus reposant, mais le stress, il peut être différent parce que, bon, déjà, là, on a notre activité d'entrepreneur, donc c'est notre boîte. Ouais. Donc, si on ne fait pas les choses, on le subit de plein fouet. Ouais. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais l'angoisse, il peut être fort si le deal il est important et que tu n'es pas en capacité de faire en sorte. Quoi. Exactement. Ouais. Tu vois. Donc, si tu accompagnes mal ton athlète et que ça capote, tu peux le perdre, l'athlète. Ouais. Tu vois. Donc, en plus, je pense que c'est quand même assez concurrentiel dans le foot. Il y a aussi beaucoup d'argent en jeu, tout ça. C'est ça. Mais pour le coup, la musique, pour moi, est beaucoup plus complexe. Tu vois, ça reste quand même beaucoup plus complexe. Tu sais que mon fils, il me dit, vas-y, les artistes, cherche là des sportifs et tout. Mais moi, je ne suis pas branché sport. Mais après, j'ai fait tellement de musique que je pense que c'est pour ça que j'ai un petit côté blasé. Ouais. Il y en a beaucoup comme toi, malheureusement. Ok, écoute, regarde là. On va finir. J'étais en train de parler. On va finir avec juste les questions gimmicks. Okay. Et on verra pour faire un deuxième épisode, puisque monsieur le boss est pressé. Donc, quel est pour toi l'artiste, le meilleur artiste de tous les temps? De tous les temps? Ouais. Michael Jackson. Voilà, très bien. Après, je dis ça, et moi, c'était Prince. Moi, c'était pas Michael Jackson. C'était des concurrents à un moment donné, les deux, mais moi, Michael Jackson. N'est-ce pas? Ouais, mais Prince, j'adore. Bah oui. Bon, les deux sont morts, de toute façon. C'est ça. L'album que t'emporterais sur une île déserte? Sur une île déserte? Wow, c'est dur. Ta question, elle est hyper dure. Ouais, mais dépêche-toi, t'es pressé. T'es obligé de répondre, sinon tu sors pas du studio. À ta grande surprise, Gaël Faye. Ah ouais? Ouais, on a dit méchant. D'accord. Pourquoi? Je sais pas. Cet album, il m'a tellement parlé. Bon, ok. Donc, à plein de niveaux. Le côté engagé, l'émotion, la voix. Ouais. Bon, très bonne reco. reco. L'île déserte, c'est un album hyper apaisant. Il faut. Hein. Après, j'ai vu en story, mais bon, le dernier concert qui t'a mis une claque. J'ai vu un truc passer il y a 2 jours. J'ai dit, en fait, moi, je vais te gratter des places maintenant. Hein, parce que je vois là sur WhatsApp, je dis, mais
il est là. Mais Je vais demander au grand frère des places. Si tu regardes bien, j'emmène à chaque fois mes enfants, comme ça on peut pas dire ouais, t'as invité un pote. Tu vois, je dis c'est mon enfant. Donc si je t'ai ramené mais moi tu es mon grand frère. Ou bien je veux bien être ton enfant aussi. Invite-moi. Donc tu sais qui c'était Queen Bee. Ouais, ça a beaucoup fait parler. Hein. Incroyable. Juste le conseil que tu donnerais à un jeune qui malgré tout veut bosser dans la musique. D'être passionné. Tu lui dirais d'y aller ou de pas y aller déjà? Ça dépend ce qu'il veut faire, parce que tu peux faire tellement de choses dans la musique. Tu veux faire quoi dedans? De l'image, du son, de la prod. Tu vois, aujourd'hui, tu peux faire tellement de choses. Et avec ton laptop, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, ça dépend ce que tu as envie de faire. Mais il faut trouver ce que tu aimes faire. Voilà, comme ça, tu n'as pas l'impression de travailler quand tu le fais avec plaisir. Tout à fait. Ok. Eh bien, écoute, je vais te libérer. Merci. Beaucoup, Nizar. Merci. Franchement, c'était hyper intéressant. Je te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Dans tes projets, il en faut là. Je t'en souhaite tout autant. Entrepreneur, c'est quand même la hesse des fois. La pression, on la connaît. N'est-ce pas? Et voilà, vraiment, bonne continuation. Et merci à toi, Sonia. On attend là de voir le Nina Fraser avec tous les contrats et tout ça. Merci. À suivre et bon succès à toi. Merci. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner une petite étoile, plusieurs d'ailleurs, ou un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, à le partager pour m'aider à avoir plus de visibilité. Merci, à très vite pour le prochain épisode.